Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut sembler être un détail, mais qui est en fait au cœur de la performance sportive. Pour un athlète qui doit être à la fois très fort et très rapide, dans une même séance, par quoi il commence? La muscu ou le sprint? Est-ce que l'ordre change vraiment quelque chose? Et pour nous guider, on a une source principale, une étude scientifique très pointue. Il s'agit de l'article Unveiling Optimal Order of Power-Based Resistance and Short Sprint Interval Training in Maximizing Lower Extremity Physical Fitness Attributes of Judo Athletes. Bon, le titre est un peu long, on est d'accord. L'étude est de Yongbing Chen et ses collègues, publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2026. La question est simple, pour un judoka, l'ordre des exos, c'est un détail ou un levier fondamental? C'est une question absolument centrale, surtout dans un sport comme le judo. Faut bien voir que le judo, on n'est pas sur un effort continu. C'est un sport de combat, de haute intensité, et c'est complètement intermittent. C'est-à-dire? Un combat, c'est une succession d'explosions. Des actions très courtes, 15-30 secondes, et puis des pauses. Mais même dans les pauses, la tension reste maximale. Donc pour réussir, il faut un cocktail physique assez détonnant. De la force, de la puissance explosive pour les attaques, de l'endurance pour répéter les efforts. Et tenir tout un tournoi, j'imagine. Exactement. L'endurance aérobie pour récupérer et enchaîner les combats. Du coup, le temps d'entraînement n'est pas infini, chaque choix compte. Savoir comment agencer les blocs de travail, c'est de la pure stratégie. C'est parfaitement posé. Alors, allons-y, plongeons dans la manière dont les chercheurs ont monté leur expérience pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris, concrètement? Ils ont mis en place une étude contrôlée et randomisée, ce qui est un peu le standard d'excellence en recherche. Ça a duré 9 semaines. Une semaine de familiarisation, une de pré-test, puis le cœur du truc, 6 semaines d'entraînement. Et à la fin, une semaine de post-test pour voir les changements. Et le panel, c'était 24 jeunes judokas masculins. Tous confirmés. C'est un point important, ça. On teste sur des athlètes déjà bien entraînés. Ce qui rend les progrès potentiels d'autant plus significatifs, en fait. Ces 24 judokas, ils les ont séparés au hasard en 3 groupes. Le premier, le groupe SSIT plus RT. Eux, ils commençaient leur séance par du sprint. SSIT, c'est pour Short Sprint Interval Training, des sprints courts enchaînés. Et juste après, ils faisaient le RT, Resistance Training, donc la musculation axée sur la puissance. D'accord, donc vitesse d'abord, force ensuite. C'est ça. Le deuxième groupe, logiquement, le groupe RT plus SSIT. Eux, c'était l'inverse. Muscu d'abord, sprints après. Voilà. Et enfin, le troisième, le groupe CON, pour contrôle. Il est indispensable celui-là. Eux, ils ont juste continué leur entraînement de judo habituel, sans rien de plus. C'est notre point de référence. Indispensable pour être sûr que les changements viennent bien du protocole, et pas juste de la pratique du judo. Tout à fait. Hasard. Une batterie de tests très complète. Pour l'explosivité, le classique saut vertical. Pour la vitesse, un sprint de 20 mètres. Pour l'agilité, le T-test, pour les changements de direction. La force pure sur une presse à cuisse, j'ai vu ça. Oui, et puis il y avait des tests plus spécifiques. Comme le fameux test de Wingate, j'en ai entendu parler, ça a l'air redoutable. C'est le test ultime de la capacité anaérobie. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez un vélo stationnaire, une résistance énorme, et pendant 30 secondes, vous devez juste tout donner. C'est 30 secondes d'enfer, mais ça mesure parfaitement la puissance de pointe. D'accord. Ils ont aussi utilisé le spécifique Judo Fitness Test, le SJFT. Et ça, qu'est-ce que ça mesure exactement, ces tests? En gros, ça mime un combat. L'athlète doit projeter 2 partenaires le plus de fois possible sur des périodes définies. Ça mesure la capacité à maintenir un effort intense, mais spécifique au judo. Et pour finir, la VO2 max, bien sûr. La sacro-sainte VO2 max, oui. Pour avoir une vue globale de la capacité cardio-respiratoire. Bref, un bilan à 360 degrés. D'accord. Le décor est planté, le protocole est solide. On arrive au moment crucial, les résultats. Est-ce que cette simple inversion d'exercice a oui ou non changé la donne? Alors, le tout premier résultat, c'est une confirmation. Les 2 groupes qui ont fait le programme combiné, peu importe l'ordre, se sont améliorés de manière significative sur presque tout. Et le groupe contrôle? Le groupe contrôle, lui, n'a quasiment pas bougé. Ça nous dit une chose fondamentale. Pour des athlètes de ce niveau, juste faire du judo, ça ne suffit plus pour progresser physiquement. La prépa physique est indispensable. Ok, donc le programme en lui-même, il fonctionne. Maintenant, la question à un million, l'ordre.
Sprint d'abord ou muscu d'abord? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si simple, et c'est là que ça devient fascinant. L'ordre a un impact énorme, mais il est totalement dépendant de ce qu'on cherche à améliorer. Si on regarde le groupe qui commençait par le sprint, le groupe SS, SIT plus RT, leurs résultats sont spectaculaires sur tout ce qui touche à vitesse, à l'explosivité. C'est-à-dire? Prenez le saut vertical. Ils ont amélioré leur détente de 12,1%. Le groupe qui faisait la muscu en premier, seulement 6,5%. Juste en inversant 2 exercices dans une séance? Ça paraît fou. Et ce n'est pas tout. Sur le sprint de 20 mètres, le groupe sprint d'abord, ils ont réduit leur temps de 6,6%. L'autre groupe, 4,2%. La différence est encore très nette. Pareil sur le test d'agilité. Et pour la puissance de pointe au Wingate, ils gagnent 9,7% contre 5,8%. Le schéma est d'une clarté absolue. Si ton objectif est de devenir plus rapide, plus explosif, il faut faire ces efforts quand tu es frais. Point. On pourrait croire que la conclusion est simple alors. Il faut toujours commencer par le sprint. On pourrait. Et pour un athlète qui cherche juste ça, c'est sans doute la meilleure stratégie. Mais c'est là que les chercheurs ont trouvé l'autre face de la pièce. Quand on regarde la force brute, la force maximale à la presse, le résultat s'inverse complètement. Le groupe qui a commencé par la musculation est devenu plus fort. Exactement. Leur gain en force maximale était de 6,3% contre à peine 4,1% pour le groupe qui sprintait en premier. La différence est, là aussi, très significative. Donc en fait, ils ont sacrifié un peu de leur potentiel d'explosivité pour un gain de force pure plus important. C'est ça. L'étude révèle un principe fondamental. On ne peut pas tout maximiser en même temps. C'est un système de compromis. Donc il n'y a pas de séquence parfaite universelle, c'est un arbitrage. En choisissant un ordre, on envoie un signal prioritaire au corps. C'est un choix délibéré entre aujourd'hui on apprend à être rapide ou aujourd'hui on apprend à être fort. C'est la lecture la plus juste. Et pour complexifier un peu, il y a une dernière nuance. Pour certaines qualités, l'ordre n'a eu aucune influence. Ah oui, lesquels? Les deux groupes ont progressé de la même manière sur la puissance moyenne au test de Wingate, sur le test spécifique de judo et sur la VO2 max. Pour ces qualités-là, commencer par l'un ou par l'autre, ça ne changeait rien au final. D'accord, les chiffres sont clairs. Mais ça me fascine. Ce n'est pas de la magie, il doit bien se passer quelque chose au niveau musculaire, nerveux. Quelle est l'explication physiologique derrière tout ça? C'est le concept clé de l'interférence. Quand on fait deux types d'efforts très différents, ils peuvent se cannibaliser l'un l'autre à cause de la fatigue. Prenons le premier cas. Pourquoi commencer par la muscu nuit à la vitesse? Oui. Fatigue neuromusculaire. En clair, le système nerveux devient moins efficace pour envoyer des signaux rapides et puissants aux muscles. Et en plus, on entame les réserves d'énergie les plus explosives, le glycogène, et on accumule des déchets métaboliques, l'acidité musculaire augmente. Donc, quand l'athlète arrive pour ses sprints, son corps n'est déjà plus à 100%. Le moteur est un peu... Encrassé, C'est exactement l'image. il ne peut plus atteindre son intensité maximale. Et si tu ne peux pas sprinter à 100%, tu ne stimules pas de manière optimale les fibres musculaires les plus rapides. Donc à long terme, les gains en vitesse sont moindres. C'est logique. Franchement, je suis même surpris que la différence soit si grande. On aurait pu croire que s'échauffer avec de la muscu allait activer les muscles pour le sprint. Mais non, la fatigue l'emporte. Et l'inverse est vrai aussi, j'imagine. Si on sprint d'abord, pourquoi on devient moins fort? Le mécanisme est un peu différent, mais le résultat est le même. Les sprints à haute intensité, ça génère une fatigue surtout métabolique. C'est cette fameuse accumulation de déchets. Cette acidose musculaire, ça peut perturber les mécanismes de la contraction. Par exemple, ça diminue la sensibilité des fibres au calcium, qui est l'étincelle de la contraction. Donc quand l'athlète se met sous la barre après ses sprints, sa capacité à recruter toutes ces fibres et à produire une force maximale est déjà compromise. Le stimulus pour le gain de force est plus faible. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de résoudre un problème de maths très complexe et de courir un 100 mètres. Si on commence par les maths, le cerveau est fatigué, moins réactif pour la course. Si on commence par la course, le corps est épuisé et impossible de se concentrer sur le problème. Il faut choisir la priorité du jour. L'analogie est parfaite. Et elle nous aide à comprendre pourquoi pour la VO2 max, l'ordre n'a pas eu d'impact. Ah oui, c'est vrai. Les adaptations aérobies, elles sont surtout déclenchées par le stress cardiovasculaire intense du fractionné. L'effort est si violent pour le cœur et les poumons que, qu'il soit au début ou à la fin, il fournit un stimulus suffisant pour forcer le corps à s'adapter. Le signal est tellement fort que la fatigue musculaire ne l'atténue pas assez. Ce qui rend les implications pratiques de cette étude limpides. Pour un entraîneur, c'est de l'or en barre. Si on est dans une phase où on veut rendre le judoka plus vif, plus surprenant, la messe est dite. On commence chaque séance par les sprints.
Absolument. Et à l'inverse, en début de saison, si on cherche à construire une base de force solide pour être plus dominant à la garde, plus stable, alors il est beaucoup plus judicieux de commencer par la muscu, on maximise la force, quitte à sacrifier un peu de vitesse à ce moment-là. Un coach pourrait donc planifier toute une saison autour de ce principe. En préparation générale, loin des compètes, on fait muscu puis sprint pour bâtir le moteur. Et plus on s'approche des tournois, on bascule sur sprint puis muscu pour affûter la vitesse. C'est précisément l'art de la périodisation. On ne choisit pas juste les bons exercices, on les orchestre dans le temps, et même au sein de la séance. Cette étude le prouve de manière éclatante. Le séquençage n'est pas un détail, c'est un levier de performance fondamentale. C'est fascinant. Et au-delà du sport, ça pousse à réfléchir. Cette étude montre comment un simple changement d'ordre peut doubler l'efficacité dans un domaine. Ça amène forcément à se poser la question. Dans notre propre travail, dans nos projets, quelles sont ces petites inversions de séquences qu'on pourrait faire? Ces choses qu'on fait par habitude et qui pourraient, peut-être, débloquer un tout autre niveau de performance. C'est une excellente question. Cette étude est une belle métaphore de l'importance de l'intentionnalité. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, comprendre les stats, voir les protocoles exacts, je ne peux que recommander la lecture de l'article original de Chen et ses collègues. C'est une ressource très riche. Une lecture qu'on encourage vivement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines